Bonjour à tous et bienvenue dans cette première minute pédagogique de la saison 2011-2012 proposée par le Phénix. Alors c'est un plaisir que de renouveler cette expérience avec vous afin de vous proposer de nouvelles pistes pédagogiques vous permettant d'apprécier au mieux les spectacles avec vos élèves. Alors la première minute pédagogique de la saison est consacrée à un spectacle très attendu, c'est-à-dire la mise en scène de Ubu enchaîné par Dan Jemet avec dans le rôle éponyme Éric Cantona. Dans cette minute pédagogique, je vous propose tout d'abord quelques éléments concernant Alfred Jarry et son théâtre, sa conception du théâtre, ce qui nous permettra dans un deuxième temps de connaître un peu mieux le travail de Dan Jemet, metteur en scène, et de la distribution qu'il a associée à cette création. Et enfin, je vous proposerai quelques pistes pédagogiques vous permettant d'apprécier au mieux le spectacle qui vous est proposé. Intéressons-nous d'abord à Alfred Jarry. Alors, qui est Alfred Jarry? Né en 1873, mort en 1907, Alfred Jarry consacra sa courte existence, 34 ans, à l'art, et notamment à sa poésie, à ses romans, et surtout au théâtre. Il se fera d'ailleurs l'annonciateur de ce qui sera plus tard le théâtre de l'absurde, et ouvrira la porte aussi au surréalisme, les surréalistes d'ailleurs s'inspirant beaucoup du personnage d'Ubu. Alfred Jarry écrit ses premières comédies dès 1885, et c'est en 1888 qu'il écrira avec ses amis ce qui sera plus tard la première version d'Ubu, à savoir les Polonais. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir concernant Alfred Jarry, c'est qu'il a fréquenté les cours d'Henri Bergson, Henri IV, et tentera de nombreuses fois le concours de Normal Sup. Alors, lorsqu'il quittera les études, Alfred Jarry se mettra à écrire de plus en plus et commencera à fréquenter les cercles littéraires, les cercles artistiques, et fera des connaissances qui lui permettront justement de faire évoluer son art. Alors, ce personnage excentrique, tout au moins singulier, va s'aventurer dans de folles aventures artistiques en s'imposant comme un auteur provocateur, un auteur anarchiste aussi, ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans son œuvre. Alors, excentricité du personnage, en effet, Alfred Jarry cultivait d'ailleurs, de façon très anecdotique, un goût très prononcé pour la bicyclette, jusqu'à en faire son propre appartement. Et d'ailleurs, vous pourrez trouver assez facilement des photos où on le voit sur sa propre bicyclette, ou alors, si vous allez dans sa ville de naissance, Laval, en Mayenne, vous découvrirez une sculpture à son effigie sur laquelle il est sur une bicyclette. Alors, autre chose aussi qui relève de l'anecdote, il s'amusait beaucoup des revolvers. Alors, on voit encore une fois déjà le personnage qui n'est pas ordinaire, et ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans toute son œuvre, bien évidemment. C'est en 1907 qu'Alfred Jarry meurt. En 1907, effectivement, il est atteint de la tuberculose et consomme de manière très abusive l'absinthe. Alors, ce qui est intéressant concernant Alfred Jarry au moment de sa mort, c'est qu'il est supplanté par les deux personnages qui vont caractériser son œuvre, à savoir le docteur Faustrol et Ubu, à tel point qu'il dira au moment de mourir « Le père Ubu va essayer de dormir ». Le père Ubu va essayer de dormir. Donc, on voit bien Alfred Jarry, le créateur, Ubu, la créature, et en fin de vie, une sorte d'osmose entre les deux personnages. Alors, intéressons-nous maintenant au cycle Ubu, afin d'essayer de cerner un petit peu les enjeux de cette pièce, et en même temps, ce que Jarry a cherché à produire d'un point de vue déjà dramatique et théâtral. Ubu, avant d'être le personnage du cycle que l'on connaît, est le produit inspiré de la caricature du professeur de physique Félix Hébert, que Jarry et ses amis vont avoir en classe au lycée de Rennes. Alors, ce personnage caricaturé est représenté dans un théâtre de marionnettes improvisé par Jarry et ses amis. C'est en 1896 que Ubu va s'imposer au théâtre de l'œuvre, qui est une scène symboliste dirigée par Lugnepo, lui-même metteur en scène symboliste. Alors, ce qu'il faut savoir sur la pièce d'Ubu et sur le cycle de manière générale, c'est qu'il s'agit d'une parodie du théâtre historique, façon Shakespeare ou façon romantique, à la Victor Hugo notamment. Alors, ça reste toutefois un théâtre symboliste parce qu'il refuse toute tentation naturaliste d'une part et toute volonté de se situer dans l'immédiateté du réel et de l'histoire. Bien évidemment, vous imaginez à quel point cette pièce, cette première représentation, a pu choquer le public dès 1896. En effet, il s'agit tout de même d'une pièce qui vient contre l'horizon d'attente du spectateur et qui en même temps va avoir une propension à l'agresser, à tout point de vue. C'est-à-dire qu'Alfred Jarry, dans cette pièce, dans la première du cycle, et dans les suivantes on retrouvera ces mêmes ingrédients de toute façon, va faire fi des bienséances, qu'elles soient lexicales ou gestuelles, en proposant d'ailleurs aussi des personnages caricaturaux, des personnages outranciers, sans psychologie, qui viennent rompre totalement avec ce qu'on a pu voir dans toutes les tragédies ou pièces qui pouvaient précéder celle-ci en particulier. Cette pièce, qui s'impose donc comme une apologie de l'excentricité et de l'extravagance, aux accents rabelaisiens d'ailleurs, va proposer donc des personnages qui relèvent plus de la marionnette que de l'humanité. Il faut d'ailleurs savoir que Ubu a d'ailleurs été joué pour des marionnettes, ce qui était vraiment intéressant par rapport aux mises en scène qui seront proposées à l'avenir de cette même pièce. Alors, ce qui est ainsi intéressant, c'est de voir que cette provocation que va construire Ubu, et Jarry donc dans ses pièces, relève d'une volonté
aussi de montrer un peu l'absurdité de la tyrannie, de la bêtise humaine. Et c'est en cela que Ubu incarne, et pour longtemps d'ailleurs, incarne cette bêtise, cette tyrannie qui va, au-delà de la gravité de compte fait des situations, faire rire le spectateur. Pour incarner la tyrannie bête, cruelle et absurde, Alfred Jarry a en tête, bien entendu, plusieurs idées pour sa mise en scène. Alors je disais par ailleurs qu'il était contre toute tentation naturaliste. Il faut justement savoir que les décors qu'il avait prévus et qu'il a prévus pour cette pièce étaient en carton. Il avait demandé à ses amis peintres tels que Vuillard ou encore Toulouse-Lautrec de peindre des chevaux en carton pour incarner les animaux sur scène. Donc on imagine déjà cette volonté de s'opposer totalement au théâtre d'Antoine à la même époque. Alors par ailleurs, pour les personnages, il les envisage comme des abstractions qui marchent, ce sont ses propres termes évidemment, une abstraction qui marche en les revêtant de masques qui leur retirent toute expressivité. Et Alfred Jarry demandait même à ses acteurs de trouver une voix beaucoup plus mécanique. Alors encore une fois, on voit à quel point la marionnette va inspirer ses personnages et à quel point la marionnette va déshumaniser, réifier l'humain qu'est l'acteur. Intéressons-nous maintenant de plus près à la pièce qui nous concerne directement pour le spectacle, à savoir Ubu enchaîné. Alors cette pièce, écrite dès 1899, à l'été 1899, et qui ne sera jouée pour la première fois qu'en 1937, est une pièce qui s'impose comme la contrepartie, sont les mots de l'auteur, de la première pièce, Ubu Roi. Alors contrepartie pourquoi? Si dans Ubu Roi, le personnage éponyme est un tyran grotesque et cruel qui prend le pouvoir et désire l'asseoir par tous les moyens, avec un égoïsme exceptionnel, dans Ubu enchaîné, c'était différent. Il décide, comme ça, dès le début de la pièce, de devenir esclave. Vous imaginez bien que ce ne sera pas si facile pour lui de devenir esclave, après avoir vécu le pouvoir aussi longtemps, dans la première pièce Ubu Roi. En effet, il deviendra le roi des prisonniers. Ainsi, son caractère tyrannique va supplanter ses intentions de devenir esclave, et en tant que roi des prisonniers, il permettra aux spectateurs de réfléchir sur ce qu'est la liberté et le pouvoir. Alors, à ce titre, il est aussi intéressant de voir, dès le début de l'œuvre, la dédicace que Alfred Jarry a daigné mettre pour remercier ses amis, tels que Marcel Schwob ou encore Mallarmé, qui avaient défendu la pièce en 1896. Alors, il écrit « Aux plusieurs maîtres qui affermirent sa couronne quand il était roi, Ubu enchaîné offre l'hommage de ses fers. » Alors, on voit effectivement déjà les termes opposés, maître, enchaîné, le mot fer, qui montrent bien qu'effectivement, Ubu enchaîné s'impose comme la dialectique, le rapport dialectique eu égard à la première pièce d'Ubu. Le metteur en scène qui va affronter cette pièce Ubu enchaîné n'est autre que Dan Gemmett. Dan Gemmett, fils d'une actrice de boulevard et d'un acteur classique, a fait ses études de théâtre et de littérature à l'Université de Londres. C'est ensuite qu'il va s'intéresser de plus en plus à la marionnette et s'y consacrera en allant au Norwich Puppet Theatre avant de créer une compagnie de théâtre expérimental qui s'appellera la Primitive Science. Il met alors en scène des pièces de Borges ou encore de Kafka, et c'est alors qu'il va proposer un théâtre expérimental, je disais donc, qui va réadapter des pièces classiques pour les réactualiser et leur offrir une nouvelle vie. Son approche du théâtre, innovante, ludique et étonnante, bouscule les textes classiques, comme je le disais précédemment. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'il a retravaillé plusieurs textes de Shakespeare, réadapté des textes de Shakespeare, avec notamment un presque Hamlet, et évidemment, associer le terme presque à Hamlet montre bien qu'il prend ses libertés par rapport au texte initial. D'autre part, il a aussi adapté La Nuit des Rois de Shakespeare, et qu'il a intitulé Shake. Alors Shake, évidemment, Shakespeare, on a la moitié du nom de Shakespeare, comme s'il l'amputait d'une partie de lui-même, et en même temps Shake, ce qui fait trembler les choses. Donc déjà, ces deux titres de spectacle, de mise en scène de Dan Gemmett, témoignent d'une volonté d'aller contre l'horizon d'attente, et en même temps aussi de renouveler le théâtre classique pour lui offrir cette nouvelle vie que j'évoquais tout à l'heure. Après avoir travaillé sur des textes aussi d'autres auteurs élisabétains tels que Thomas Middleton, il va créer des spectacles encore plus novateurs, avec notamment Dogface ou encore Women Beware Women. Alors, il collabore dès 2005 avec le saltimbanque Denis Lavant sur des écrits de Burroughs, auteur anglais, puis monte de détonnantes précieuses ridicules assez rock'n'roll en 2007. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ubu enchaîné n'est pas la première pièce du cycle qui va intéresser Dan Gemmett. Il a en effet monté dès 1998 Ubu Roi en Angleterre au Young Vic Theatre. C'est ensuite qu'il viendra jouer en France, à Paris, en banlieue parisienne pour être plus précis, Ubu Roi, cette fois-ci en français. Pour terminer sur le travail de Dan Gemmett, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il travaille notamment par collage, par découpage aussi des textes qui lui sont proposés, en tout cas auxquels il s'intéresse. Alors, c'est un théâtre qu'il veut, notamment pour Ubu évidemment, un théâtre qui ne soit pas intellectuel, qui relève plutôt de l'abstraction à un moment donné, et qui ne soit pas
ancrée dans la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarche engagée, c'est vraiment une démarche de metteur en scène qui désire faire du jeu avec du texte. Passons maintenant à la distribution. Pour sa mise en scène du but enchaîné, Dan Gemmett a fait appel à 3 acteurs, Giovanni Calo d'une part, Valérie Cruzet d'autre part, et enfin Eric Cantona. Star de football à la retraite depuis 1997, après 5 saisons à Manchester United, Eric Cantona joue au cinéma dès 1995, avec son frère notamment Joel Cantona, dans le film Le Bonheur est dans le pré. Plusieurs films ensuite se succéderont, avec notamment L'Outre-Mangeur, ou encore Looking for Eric, La vie est à nous, ou Ensemble c'est trop. Il s'est par ailleurs déjà produit aussi au théâtre récemment, dans une pièce de Nathalie Saujon, Face au paradis, mise en scène par son épouse, Rachida Brakni. Aux côtés d'Eric Cantona, qui tient le rôle de Père Ubu, nous avons Valérie Cruzet, qui tient le rôle de Mère Ubu. Alors, Valérie Cruzet, cette actrice, a suivi les cours auprès de Richard Cieslak au laboratoire Grotowski. Elle intègre ensuite l'école du Passage, pour ensuite intégrer le Théâtre du Soleil, qu'elle quittera ensuite pour la compagnie Achille Tonique. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir sur Valérie Cruzet, c'est qu'elle a déjà travaillé avec Dan Gemmett pour la pièce Shake, évoquée par ailleurs, et aussi sur la comédie des erreurs. En dehors de cela, elle a travaillé aussi avec Irina Brouk, avec Samuel Benchetrit ou encore Vincent Goethals. Dernièrement, vous avez peut-être pu la voir dans le film d'Antoine Decaune, à savoir Coluche, l'histoire d'un mec. Aux côtés d'Eric Cantona et de Valérie Cruzet, un autre comédien, un dernier comédien, à savoir Giovanni Calo. Alors, Giovanni Calo a fait ses études au DAMS de l'Université de Bologne. Il sera ensuite diplômé de l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq de Paris et s'intéressera de plus en plus au travail de l'acrobate et du clown. C'est alors qu'il travaillera aussi avec Dan Gemmett autour du spectacle de Berlioz, Béatrice et Bénédicte. Passons maintenant à la mise en scène. Vous imaginez bien que si dans la distribution j'ai évoqué 3 comédiens, c'est parce que Dan Gemmett a fait le choix de 3 comédiens uniquement pour une pièce qui en compte plus de 25. Alors pourquoi plus de 25 ? Parce qu'au-delà des personnages qui sont traités comme individus, tels que Père Ubu, Mère Ubu et autres, Pissedou, etc., il y a ces personnages multiples, tels que les huissiers, tels que les soldats, qui sont évoqués de manière plurielle. Alors, il est déjà intéressant d'emblée d'étudier les raisons pour lesquelles Dan Gemmett a fait ce choix de 3 comédiens pour une pièce qui en compte beaucoup plus. Première chose. Au-delà de cela, il est intéressant aussi de savoir que Valérie Cruzet, donc la comédienne qui joue Ubu, considère cette mise en scène, cette création, comme un ovni théâtral. Il est à ce titre intéressant pour vous, à mon avis, d'étudier en quoi il s'agit d'un ovni théâtral, alors que la pièce est déjà en soi peu ordinaire dans sa façon d'être écrite. Ensuite, ce qui est intéressant aussi dans le travail de Dan Gemmett pour cette mise en scène, c'est que cette adaptation se fait avec les acteurs. C'est-à-dire que Dan Gemmett insiste véritablement sur la nécessité de travailler sur le plateau, ce texte qui est apparemment insurmontable, j'ai envie de dire, ou qui n'est pas fait en soi pour le théâtre, avec des acteurs qui vont proposer des choses et qui, à mesure que les échanges progressent, vont permettre d'atteindre, en tout cas pas un idéal, mais en tout cas une mise en scène qui soit terminée. Ainsi, ce texte que Myriam Kourichi, co-adaptatrice, considère comme très dense et jubilatoire à manier, devient le lieu d'un jeu, d'une véritable recherche ludique pour des acteurs qui doivent trouver sur le plateau une logique pour présenter le texte initial au spectateur. Alors, ce qui est aussi intéressant de savoir par rapport à cette mise en scène, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, Dan Gemmett a déjà mis en scène Ubu en 1998 avec l'idée du Castellet et la suppression des personnages au profit du conteur, enfin du compère. Ici, dans cette nouvelle mise en scène du but enchaîné, il va retravailler encore une fois sur cette suppression des personnages et pallier cette absence par la présence du conteur, entre guillemets, incarné par Giovanni Calo. Enfin, alors sur scène, vous verrez les différents éléments, un sol à damier noir et blanc, vous aurez une sorte de cuisine avec un buffet sur le plateau, une sorte de castelet chapiteau contenant le grand fauteuil, sans doute celui du but. Et à ce titre-là, vous pouvez essayer de voir en quoi le décor va permettre d'enrichir le texte et en quoi est-ce qu'il va contribuer à cette force comique, cette violence comique que Cantona évoque d'ailleurs lorsqu'il parle de cette pièce. Nous avons donc quelques éléments sur Alfred Jarry et son théâtre, d'autres éléments concernant Dan Gemmett, son travail et la distribution. Je vous propose maintenant quelques pistes pédagogiques vous permettant d'apprécier au mieux le spectacle. Alors, dans un premier temps, évidemment, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes en vous donnant des indications pour étudier l'œuvre Ubu dans tout ce qu'elle peut avoir de comique ou de transgressif. Ce qui nous intéresse, à mon avis, pour cette pièce Ubu enchaînée, c'est ce qu'elle peut apporter de plus, et notamment eu égard à la mise en scène qui vous est proposée. Alors,
à mon avis, ce qu'il faudrait faire avec vos élèves dans un premier temps, c'est leur distribuer, leur permettre de lire et de jouer, pourquoi pas, la première scène, la scène d'exposition du but enchaîné, en parallèle avec la première scène du but roi. En effet, vous allez découvrir que ces deux scènes sont en totale opposition, tout en se complétant. C'est-à-dire, je m'explique, que dans Ubu enchaîné, la scène d'exposition va reprendre tous les éléments de la pièce Ubu roi, de manière à ce que le spectateur soit comme transporté de nouveau dans toute l'histoire précédente. D'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette scène d'exposition, il va jouer sur les mots dès le début, de manière à encore une fois provoquer le spectateur et à faire un clin d'œil à la première pièce qui avait donc été jouée en 1896. Je vais vous lire la première réplique et vous allez constater qu'effectivement, c'est une évidence. Père Ubu s'avance et ne dit rien, point. Mère Ubu, quoi, tu ne dis rien, Père Ubu? As-tu donc oublié le mot? Ubu répond, Mère Ubu, je ne veux plus prononcer le mot, il m'a valu trop de désagréments. Alors on voit effectivement ici que le mot oublié, c'est le mot merdre, qui est le mot liminaire de la pièce Ubu roi, et en cela, vous pouvez créer un parallèle entre ces deux scènes et montrer comment à la fois elles se complètent et en quoi déjà elles s'opposent, et en quoi cette scène-ci annonce une suite complètement différente. Alors d'autre part, cette première scène d'exposition aussi est tout à fait intéressante en ce qu'elle pose les jalons de l'histoire qui va suivre, avec notamment une des répliques du Père Ubu qui traduit sa volonté de devenir esclave. Alors je vais vous en lire un extrait afin que vous puissiez vous en rendre compte avec plus d'évidence. Puisque nous sommes dans le pays où la liberté est égale à la fraternité, laquelle n'est comparable qu'à l'égalité de la légalité, et que je ne suis pas capable de faire comme tout le monde et que cela m'est égal d'être égal à tout le monde puisque c'est encore moi qui finirai par tuer tout le monde, je vais me mettre esclave. Mère Ubu. Et Mère Ubu répond, esclave, mais tu es trop gros, Père Ubu. Père Ubu répond, je ferai mieux la grosse besogne. Vous voyez, encore une fois, on retrouve ce langage un peu scatologique avec la grosse besogne notamment, qui peut être pris dans plusieurs sens évidemment, et en même temps cette surprise de Mère Ubu qui découvre que Père Ubu n'est plus le même du tout que celui qui était incarné dans la première pièce. Alors, au-delà de cela, on retrouve bien évidemment dans cette pièce la structure classique de 5 actes. Alors là, c'est à vous de voir si vous voulez exploiter ou pas avec vos élèves, parce qu'effectivement, on avait vu tout à l'heure que Ubu était une pièce qui était à la fois une parodie du théâtre traditionnel, du théâtre classique, mais qui en même temps reprenait certains codes pour mieux les transgresser. Alors, ce qui est intéressant aussi, peut-être à étudier avec des élèves de lycée, beaucoup plus que collège, selon moi, c'est la thématique de la liberté. Vous allez voir que toute la thématique de la liberté, de l'esclavage, de la relation dominant-dominé, va être traitée avec une certaine distance par Alfred Jarry, et une certaine provocation. C'est-à-dire que vous allez voir qu'effectivement, je le disais par ailleurs, Ubu est le personnage qui va à tout prix être esclave, mais à force de vouloir être esclave, n'en sera que le roi des prisonniers. C'est-à-dire que le pouvoir est complètement gardé. Et ça interroge aussi sur le fait que peut-on se débarrasser du pouvoir quand on l'a déjà habité. Deuxième chose, encore une fois, qui peut être intéressante et dans un autre ordre d'idée, donc là on quitte le texte, c'est la présence du metteur en scène, le travail du metteur en scène. En effet, vous avez bien vu tout à l'heure quand j'évoquais Dan Gemmett et son travail, qu'il était porté par une propension à vouloir travailler par collage, découpage de textes classiques. Alors là, il faut s'interroger de manière systématique sur la liberté qu'a le droit de prendre un metteur en scène. Est-il légitime qu'il vienne, en tout cas pas détruire, mais en tout cas qu'il vienne retravailler un texte, l'adapter de manière aussi visible. C'est-à-dire que là, la suppression des personnages par exemple, l'ajout de personnages aussi qui n'existaient pas dans la pièce initiale, peut être vu comme une altération de la pièce initiale. Donc là, c'est à vous de voir en dissertation par exemple, si les élèves sont d'accord, ou en tout cas quelle part de liberté ils octroieraient ou non au metteur en scène. Enfin, vous pourriez aussi éventuellement travailler sur l'idée de marionnette. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'Alfred Jarry avait écrit la pièce Ubu pour un théâtre de marionnettes et qu'il avait cherché, avec ses personnages pour la première mise en scène de l'Ignepo, l'inexpressivité, l'inexpression chez ses acteurs. Alors, à ce titre, il faut savoir qu'Alfred Jarry a écrit beaucoup de textes dans lesquels il évoque l'importance de la marionnette qui, selon lui, sont beaucoup plus à même de jouer ces personnages que des êtres de chair. Alors, vous savez sans doute que le Phénix vous propose cette année plusieurs spectacles qui proposent un travail de marionnettiste. Et de ce fait, vous pourriez éventuellement avec vos élèves commencer à voir comment cette démarche et cette approche de la marionnette peut être traitée selon des spectacles complètement différents. Alors, pourquoi est-ce que je pense que la marionnette est extrêmement intéressante ?
D'une part, la marionnette incarne celle que l'on fait agir, celle qui n'a pas de volonté, en tout cas la volonté est extrinsèque, c'est celui qui va dominer la marionnette qui va importer, et Ubu incarne ce marionnettiste. Il est celui qui détient le pouvoir, il est celui qui va manier ses pantins, ses personnages, comme dans Ubu Roi d'ailleurs, hein, où il manie ses palotins comme avec des fils, selon un des dessins d'Alfred Jarry. Et ce personnage, en tant que marionnettiste, va incarner d'emblée le pouvoir. Et il s'agit justement de montrer comment, dans Ubu enchaîné, il ne parvient pas à devenir celui qui est la marionnette. Il est toujours celui qui doit gagner le pouvoir. Cette idée d'ailleurs corroborée par une des remarques qu'il fait dans la première scène, puisqu'il dit qu'il veut être esclave, et pourtant sa première réplique lorsque Mère Ubu rétorque, c'est « Et vous, madame notre femelle, allez nous préparer votre tablier d'esclave ». Donc l'impératif montre déjà que malgré sa volonté de devenir esclave, il ne parvient pas à se débarrasser des impératifs qui le posent comme dominant. Et toute la pièce est construite sur cette thématique-là. C'est-à-dire que je veux être dominé, mais en voulant être dominé, je ne parviens pas à quitter mon statut de dominant. Alors d'autre part, en 1902, lorsque Jarry se rend à une conférence à Bruxelles, hein, sur la libre esthétique, il évoque justement cette supériorité des acteurs de bois sur les acteurs de chair. Et c'est d'ailleurs dans son ouvrage « Les jours et les nuits » qu'il rappelle que les soldats d'une armée, et c'est intéressant par rapport à la pièce, hein, ne sont que des pantins dont on a, je cite, « supprimé l'intelligence pour, je cite, y substituer un petit nombre d'instincts animaux dérivés de l'instinct de conservation, volonté moindre développée dans le sens de la volonté du chef ». Donc on voit à quel point la thématique du pouvoir et de la relation dominant-dominé est importante chez Alfred Jarry, et notamment dans cette pièce. Et c'est pour ça aussi que la marionnette est intéressante, parce que selon Alfred Jarry, le marionnettiste est un peu l'hypnotiseur. Et vous avez sans doute vu plusieurs images d'Ubu, de ses costumes, où il a cette spirale sur le nombril. Cette spirale, justement, elle incarne ce nombril absorbant, elle incarne l'emprise du monde, comme si le pouvoir pouvait aspirer le monde dans son entier et ne devenir plus qu'un. Alors, du coup, vous voyez bien que cette œuvre-là, par rapport à la marionnette, par rapport à la thématique aussi du pouvoir, par rapport à la puissance du metteur en scène sur le texte initial, est extrêmement intéressante à étudier avec des élèves. Après, bien évidemment, je le disais tout à l'heure, vous pouvez très bien vous contenter de travailler sur le comique, puisque vous le verrez avec la mise en scène de Dan Gemet, l'intérêt réel de la mise en scène proposée, c'est de faire rire le spectateur avec une certaine violence. Alors pour terminer sur ces pistes pédagogiques, je souhaiterais quand même vous donner deux citations qui sont extrêmement intéressantes à étudier en dissertation ou juste à titre de réflexion. La première est de Paul Gauguin qui avait assisté au spectacle et qui écrit dans Le Sourire de novembre en 1899, je cite, « Je ne dis pas que la pièce fit fureur, mais elle fit horreur, car on ne voit pas avec plaisir la race à laquelle on appartient, bafouée, ravalée à ce point. » Et du coup là on peut s'interroger sur l'impact du théâtre sur celui qui est le regardant. Cela a déjà hérité évidemment du théâtre de Molière, puisque dans le théâtre de Molière, on avait déjà aussi ces personnages qui étaient moqués, hein, ces personnages qui incarnaient les monomanes de la société de l'époque. Vous savez par exemple que pour le Malade imaginaire, à l'origine, Molière avait décidé de faire jouer ces comédiens avec les masques qui ressemblaient réellement aux médecins qui le soignaient. D'autre part, encore une fois, vous pouvez aussi travailler sur l'idée, par rapport à cette citation, hein, que le théâtre a une fonction... la fonction du précepte castigat ridendo mores, hein, corriger les mœurs par le rire, c'est-à-dire qu'on se voit caricaturé, on se voit horrible, et ce qui fait qu'on réfléchit sur ce qu'on est en soi. L'autre citation qui m'intéresse, et là peut-être pour des classes de première éventuellement, c'est une citation d'Artaud dans Le Théâtre et son double. Alors elle n'a rien à voir en soi avec Ubu par rapport au texte initial, mais dans sa thématique vous allez voir que c'est assez intéressant. Il écrit donc dans Le Théâtre et son double, « L'action du théâtre, comme celle de la peste, est bienfaisante, car poussant les hommes à se voir tels qu'ils sont, elle fait tomber les masques, elle découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartufferie. » Alors si là, on n'est pas en plein dans la thématique, dans les intentions d'Alfred Jarry, peu de pièces, à mon avis, pourront le faire aussi bien. Pour terminer cette première minute pédagogique, je vous invite aussi à aller consulter les différents ouvrages qui ont été publiés suite à l'exposition Ubu au musée Matisse du Cateau, avec en effet un ouvrage concernant Miro et Thériade, Miro ayant été un artiste passionné par le travail d'Ubu, et qui a d'ailleurs même fait une suite sous forme de lithographie des pièces d'Alfred Jarry. Vous allez voir aussi que si vous avez le catalogue de l'exposition, vous allez voir différents documents qui montrent à quel point les surréalistes, par exemple André Breton et autres, ont été passionnés par le travail d'Alfred Jarry sur Ubu,
avec notamment des jeux de cartes qui étaient faits avec le joker sous forme d'ubu, ou alors encore des lithographies, des bandes dessinées, enfin beaucoup de matériaux très intéressants à étudier, à mon avis, avec des élèves, pour orner un peu une séquence sur ce texte. Et enfin aussi, vous pouvez vous référer au site internet des Amis de Jarry, hein, donc le site internet qui figure donc sous l'écran. Donc les Amis de Jarry qui vous proposeront donc des vidéos hein, sur l'existence d'Alfred Jarry, des vidéos sonores évidemment, sur lesquelles vous pourrez éventuellement puiser quelques éléments intéressants pour vous et vos classes. Et bien voilà, cette mini pédagogique consacrée au spectacle de Dan Gémeth, Ubu enchaîné avec Eric Cantona, Valérie Crouzet et Giovanni Calo s'achève. Si vous désirez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail turquet@lephénix.fr. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'exploiter les spectacles avec vos élèves, c'est aiguiser leur esprit critique et en faire des spectateurs actifs.